Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, des barons de la communauté m'ont envoyé un documentaire disponible sur Netflix qui aborde le siège de Waco. Un événement tragique qui a causé la mort de 82 personnes et c'est le 30e anniversaire du siège cette année. Alors bien entendu, je n'ai pas Netflix, donc j'ai dû regarder le documentaire via des moyens détournés, mais je l'ai trouvé par contre passionnant parce que je pense que ça peut être intéressant d'analyser les décisions qui ont été prises au cours du siège de Waco et qui ont entraîné une fin particulièrement dramatique. De plus, certains barons de la communauté le savent, j'ai effectué mes études dans le domaine de la gestion de crise et j'ai travaillé dans cet univers-là. Donc c'est un moyen de donner mon avis, bien sûr, qui n'engage que moi. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Dans un premier temps, je vais revenir sur le contexte, sur les parties prenantes. Je vais de nouveau raconter la chronologie du siège de Waco, du début jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais essayer d'analyser les mauvaises décisions qui ont été prises tout au long du processus de crise. Et ensuite, de vous proposer à la fin de cette vidéo un scénario idéal avec les meilleures décisions possibles, même si bien entendu ça reste un scénario fictif. Notre histoire débute en 1993 aux États-Unis. On est dans l'État du Texas, plus précisément dans la ville d'Axtell, qui se trouve non loin de Waco. À cette époque, il y a l'ATF, qui est une agence fédérale du tabac, des alcools et des armes à feu, qui enquête sur un groupe bien particulier, les Davidiens. Les Davidiens, c'est une secte qui existe déjà depuis plusieurs décennies et qui est en fait une subdivision d'un culte déjà existant, l'église adventiste du 7e jour. Parce que vous le savez, aux États-Unis, il y a une libre interprétation des textes religieux et le protestantisme permet justement le développement de tout un tas de courants et notamment des courants sectaires. Les Davidiens, ils sont persuadés qu'il va y avoir une apocalypse imminente et qu'il va y avoir en parallèle un retour du Seigneur Jésus-Christ pour défaire les armées du diable. Les Davidiens ont pris place dans le mont Carmel. Le mont Carmel, c'est un bâtiment qui se trouve dans un terrain vague qui est gigantesque, qui est fait de bois notamment, qui a été fabriqué par les Davidiens eux-mêmes et il y a en tout 120 personnes sur place. Et les Davidiens, ils sont menés par un homme, un gourou qui s'appelle David Koresh. David Koresh, c'est un individu plutôt charismatique, mais par contre, il est particulièrement dangereux. David Koresh, c'est un adepte de la polygamie, c'est-à-dire qu'il a des relations avec toutes les femmes qui appartiennent à ce groupe des Davidiens, mais par contre, les autres hommes, eux, n'ont pas le droit d'exercer cette polygamie. En gros, ils se tapent les femmes de tout le monde et les autres, comme des candoles, acceptent la situation. Parce que, en fait, pour les Davidiens, David Koresh est la réincarnation du Christ sur Terre. Tout simplement. Le mec, il n'a pas un ego juste surdimensionné. Mais ce qui est particulièrement abject, c'est que David Koresh a des relations avec des mineurs, des enfants qui évoluent, là encore, dans le camp Carmel des Davidiens. Il faut noter quand même une donnée essentielle, c'est que les Davidiens ne s'appellent pas ainsi parce que leur chef, c'est David Koresh. En fait, ça existait déjà auparavant et David Koresh était le nouveau leader de ce groupe. Et il sera le dernier. Alors là, on pourrait déjà se poser une première question. Comment ça se fait que l'ATF, qui est une agence fédérale spécialisée dans la contrebande d'alcool, de cigarettes ou du trafic d'armes, s'intéresse aux Davidiens, qui est un groupe sectaire? Eh bien, en fait, la réponse est toute simple. C'est parce que les Davidiens possèdent un arsenal juste énorme. Mais surtout, ils transforment des fusils semi-automatiques en fusils automatiques, ce qui est illégal. Parce que David Koresh n'arrête pas de répéter aux Davidiens que l'apocalypse est imminente et que cette apocalypse-là va être matérialisée par une attaque des agents du gouvernement. C'est-à-dire que des agents fédéraux vont venir à Mont-Carmel et que cet événement-là, ça va représenter la fin du monde. Ainsi, c'est pour cette raison que l'ATF souhaite réaliser cette perquisition afin de récupérer les armes illégale. Le problème, c'est que le contexte n'est pas idéal dans la mesure où des journalistes locaux ont rédigé des articles qui insistent sur le fait
que David Koresh est un gourou et un prédateur. Donc les Davidiens s'attendent à avoir de la visite des agents du gouvernement dans les prochaines semaines. La perquisition est prévue pour le 28 février et les hommes de l'ATF se prépare. L'opération s'intitule Showtime. Mais voilà, il y a une fuite et le matin du 28 février, des journalistes se rendent sur place à Mont-Carmel pour pouvoir filmer la perquisition. Et alors qu'un journaliste essaye de se rendre sur place, il se perd. Il croise alors un facteur et il lui demande son chemin. Le facteur lui indique alors le chemin, mais il lui demande aussi pourquoi un journaliste souhaite se rendre à Mont-Carmel. Et ce dernier lui répond alors qu'en fait, il va y avoir une perquisition de l'ATF et c'est pour ça qu'il est sur place pour filmer l'événement. Le problème, c'est que le facteur en question, c'est le beau-frère de David Koresh. Il va s'empresser de retrouver les Davidiens pour annoncer la nouvelle. Et là, David Koresh demande aux Davidiens de se préparer, de prendre des armes et d'avoir une posture défensive. Il demande aux femmes et aux enfants de se mettre dans les chambres et dans les bunkers afin de se protéger, car il comprend qu'il va y avoir du grabuge. Donc le matin du 28 février, c'était en tout 75 agents de l'ATF qui étaient à Mont-Carmel, mais le problème c'est qu'il n'y avait plus l'effet de surprise, ce qui est un des avantages très importants lorsqu'il s'agit d'une perquisition. Alors à 9h45, les agents ont montré à David Koresh le mandat de perquisition. Et là, il y a plusieurs sources qui indiquent que dans un premier temps, David Koresh a discuté avec les agents et d'autres affirment qu'en réalité, il a de suite fermé la porte. On ne connaît pas la vérité parce que chacun y va de sa propre analyse et de sa propre interprétation. Et c'est là que tout va basculer puisque éclate une fusillade. D'ailleurs, c'est la grande question qui est au cœur du siège de Waco, c'est de savoir qui a tiré en premier. Est-ce que ce sont les agents de l'ATF ou est-ce que ce sont les Davidiens? Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est une véritable guérilla qui débute parce qu'il y a 75 agents de l'ATF qui tirent à toute berzingue sur les Davidiens qui répliquent avec des armes automatiques mais aussi du calibre 50. Bref, ça tire pendant de très longues minutes et c'est un combat d'une très grande violence. Des agents de l'ATF essayent de monter sur le toit, mais certains se font tirer dessus. Bref, c'est un carnage, c'est un raté complet. Ça devait être une perquisition et ça finit en véritable fusillade. En tout, ce sont 4 agents de l'ATF qui sont décédés et 6 Davidiens qui sont morts des suites de cette première fusillade, de ce raid raté de l'ATF. On est aux États-Unis, on est en plus de cela au Texas et ça va pas se passer comme ça. C'est pour cette raison que c'est le FBI qui va maintenant gérer les opérations. Et c'est à partir du 28 février que va débuter officiellement le siège de Waco. Il faut également noter une donnée essentielle, c'est que David Koresh, donc le chef des Davidiens, a été blessé au cours de la première fusillade. Il s'est pris une balle dans le doigt et une dans les côtes. Donc le FBI reprend en main l'opération et il va y avoir le début du siège. Le FBI va créer alors 2 équipes. Il y a celle de Jeff Jamar, c'est l'équipe d'assaut. C'est-à-dire ce sont des agents du FBI qui sont un petit peu les cow-boys, ce sont les gros bras et leur objectif c'est d'éventuellement pénétrer à l'intérieur de Mont-Carmel pour mener un assaut et libérer notamment les enfants qui sont sur place. Parce que oui, la grande difficulté du siège de Waco, c'est que les Davidiens sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils suivent aveuglément David Koresh et ils sont prêts à aller au bout du processus. Et le souci, c'est qu'il y a des enfants au milieu de cela et il faut sauver également le maximum de Davidiens. Même si théoriquement, ils ne sont pas pris en otage par David Koresh et qu'ils sont là de leur plein chef. Donc l'équipe de Jeff Jamar, c'est celle des cow-boys, celle qui a pour but éventuellement de mener un assaut. C'est l'équipe tactique. Et de l'autre côté, on a une seconde équipe qui est menée cette fois-ci par Bob Riggs. Ce sont les négociateurs. L'objectif des négociateurs, c'est donc d'instaurer un dialogue avec David Koresh. C'est pour ça qu'il y a une ligne téléphonique entre les négociateurs et lui, afin de négocier notamment la libération de certains enfants et pourquoi pas la reddition de David Koresh. Dans un premier temps, l'équipe de négociateurs va discuter avec David Koresh pour que ce dernier se rende. Il va donner des indices qui vont dans ce sens-là et un jour pour le faire. Le problème, c'est qu'une fois arrivé à la date butoir, il va dire qu'il a reçu un message de Dieu qui lui indiquait d'attendre. Donc au final, c'est un
pétard mouillé. Les négociations, dans un premier temps, ont strictement rien donné. Cependant, dans un deuxième temps, les équipes de négociation vont réussir à faire libérer un certain nombre d'enfants et notamment à faire sortir des Davidiens qui étaient en quelque sorte les moins radicaux du groupe. Mais l'un des grands échecs du siège de Waco, c'est qu'il y a des messages contradictoires entre d'un côté l'équipe tactique et de l'autre l'équipe des négociateurs. Par exemple, à un moment donné, les négociateurs ont réussi à libérer une vingtaine d'enfants. Et à la suite de cette décision, l'équipe tactique a détruit la voiture de collection de David Koresh, qui se trouvait devant le Mont Carmel. C'était une provocation inutile et contre-productive puisque David Koresh avait fait un pas vers le FBI et de suite il a été sanctionné, ce qui n'est absolument pas logique. D'ailleurs, David Koresh n'arrête pas de répéter aux négociateurs qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les négociateurs lui disent A, tandis que l'équipe tactique ne cesse de le provoquer et de montrer l'inverse d'un possible apaisement. Ainsi, pendant plusieurs semaines, à chaque fois que des négociateurs vont avancer au niveau des discussions et au niveau du rapport de confiance, il y a l'équipe tactique qui va provoquer les Davidiens. À un moment donné, les négociateurs ont une idée plutôt brillante parce qu'ils ont réussi à faire sortir beaucoup de Davidiens et d'enfants et ils décident de faire intervenir un tiers, un avocat pénaliste très connu dans la région. Il s'agit de Dick Deguerin, c'est un grand avocat du coin et ce dernier va se rendre à Mont-Carmel, directement sur place, il va rentrer dans l'édifice pour discuter avec David Koresh. Alors on pourrait se demander pourquoi les négociateurs font ça. Eh bien, ils ont compris deux choses. En fait, David Koresh connaît deux textes par cœur, à la fois la Bible et la Constitution. Ainsi, le but de l'avocat pénaliste, c'est d'inciter David Koresh à se rendre parce que s'il se rend, il y aura jugement et lors du jugement, il pourra prêcher sa parole aux yeux du monde entier parce que tout le monde va l'écouter à ce moment-là. Et c'est presque une lecture symbolique et biblique de l'événement parce que c'est un moyen pour David Koresh d'être à l'image de celui qu'il est censé réincarner, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a été jugé par Ponce Pilate. Koresh semble être intéressé par cette possibilité, mais il dit à l'avocat pénaliste qu'il aimerait écrire avant un manifeste et qu'après avoir écrit le manifeste, il pourrait se rendre à la justice. C'est donc une potentielle avancée, mais voilà, l'équipe tactique va décider là encore de provoquer les Davidiens en mettant tout autour de l'édifice des haut-parleurs avec de la musique nuit et jour pour casser le moral des Davidiens et les empêcher de dormir. Et là encore, il y a des dissonances parce que les négociateurs lui demandent d'avancer dans la rédaction du manifeste et David Koresh leur explique qu'il est en train de péter les plombs à cause de ce son perpétuel et qu'il n'arrive pas à se concentrer. Mais voilà, ça fait plus de 50 jours que la situation dure, tout le monde en peut plus, à la fois les Davidiens d'un côté et le FBI de l'autre, et c'est pour ça que l'équipe d'assaut, l'équipe donc de Jeff Jamar, va soumettre à Janet Reno, qui est la procureure générale des États-Unis, un plan, un assaut pour pénétrer à l'intérieur du mont Carmel. Janet Reno va valider l'assaut ainsi que Bill Clinton, qui est à ce moment-là président des États-Unis. De plus, le FBI pensait que les Davidiens allaient commettre un suicide collectif, donc il fallait agir rapidement et mener l'assaut. L'assaut est fixé pour le 19 avril et le plan est le suivant. En fait, le FBI veut utiliser des blindés afin d'ouvrir l'enceinte de l'édifice et de balancer des gaz lacrymogènes. Le but, c'est d'inciter les Davidiens à sortir de l'édifice parce que, vu qu'il y a du gaz lacrymogène et que c'est pas très agréable à respirer, ils vont devoir sortir obligatoirement et donc se rendre à la police. Mais là encore, le jour J, le FBI va faire une erreur énorme, c'est qu'à 5h50, ils vont appeler les Davidiens pour leur dire « Voilà, coucou, on va faire un assaut dans 10 minutes. » Comme si on prévenait quand on faisait un assaut tactique dans un environnement exigu avec des individus de l'autre côté qui sont armés jusqu'aux dents. C'est une erreur terrible, donc les Davidiens savent que désormais le FBI va rentrer dans Mont-Carmel en utilisant la force. Et à 6h, toc toc, il y a les blindés qui pénètrent l'enceinte de l'édifice et qui, comme prévu, balancent du gaz lacrymogène. Mais à ce moment-là, il y a un événement qui était complètement inattendu puisqu'il y a 3 incendies qui sont déclenchés dans différents endroits du bâtiment. Vu que le FBI avait un dispositif d'écoute à l'intérieur du Mont-Carmel, ils ont appris qu'en fait ce sont les Davidiens eux-mêmes
qui ont mis le feu à l'édifice avec de l'essence. Mais le FBI se dit, d'une manière presque pragmatique, que s'il y a le feu plus les gaz lacrymogènes, ça signifie que les Davidiens vont se rendre eux-mêmes, parce que l'atmosphère va être juste irrespirable. Mais voilà, il y a seulement 9 Davidiens qui sortent de l'édifice en flammes et les autres restent sur place. Donc la situation est la suivante, il y a un énorme édifice en bois qui est en train de cramer avec du gaz lacrymo à l'intérieur, des hommes armés autour, des munitions partout et surtout plus de 70 personnes à l'intérieur, dont une vingtaine d'enfants. Et malheureusement, ces gens-là ne vont jamais sortir. C'est-à-dire que les Davidiens sont allés au bout du processus, ils sont morts dans l'incendie de l'édifice, dans l'incendie de Mont Carmel. Il y a donc 76 personnes qui décèdent sur place à cause de l'incendie, dont 28 enfants. C'est une véritable tragédie. Ainsi, c'est la fin du siège de Waco avec un véritable no man's land et la mort en tout de 82 personnes. Alors maintenant que l'on a revu toute la chronologie du siège de Waco, il convient d'analyser les erreurs qui ont été commises par le FBI. Pour moi, la première erreur, qui est quasiment la plus importante, c'est que les deux parties prenantes n'étaient absolument pas sur le même référentiel, c'est-à-dire qu'ils ne partageaient pas le même logiciel de valeur, ni la même vision du monde. On a d'un côté le FBI, la loi et l'ordre, le respect de la loi, de la Constitution et surtout ce qui prime avant tout, c'est la loi des hommes. Et de l'autre côté, on a les Davidiens qui sont obsédés par les paroles de David Koresh, qui est censé être la réincarnation du Christ sur terre, et pour eux, ce qui prime, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui est au-dessus de celle des hommes. De ce fait, quand il y a eu des discussions entre le FBI et les Davidiens, ils ne pouvaient pas avoir la même vision du monde, ils ne se comprenaient pas. Et ça, c'est le véritable problème qui est au cœur du siège de Waco. Parce que les Davidiens, c'était des individus illuminés, qui étaient complètement radicalisés. De plus, il faut prendre en considération le fait que David Koresh n'arrêtait pas de répéter aux Davidiens que l'apocalypse allait avoir lieu à Mont Carmel. Donc forcément, quand il y a eu l'arrivée des agents de l'ATF et par la suite des agents du FBI, les Davidiens ont eu un renforcement de leur culte, parce que la prophétie de David Koresh s'était réalisée. De plus, les négociateurs ont fait une autre erreur. Lorsqu'ils étaient en dialogue avec les Davidiens et notamment David Koresh, ils n'arrêtaient pas de remettre en question leur propre système de croyance, presque à les tourner en dérision. Et ça, c'était un mauvais plan. Pourquoi? Parce que ça renforce davantage le système de croyance des Davidiens. Les négociateurs du FBI n'ont même pas fait semblant de s'intéresser à la doctrine des Davidiens. Pour eux, c'était du n'importe quoi et ils le faisaient savoir. Alors certes, c'était du fantasme total, c'était du délire, on est d'accord tous avec cette idée, mais le problème, c'est que le rôle du négociateur, c'est de créer une relation de confiance avec son interlocuteur. C'est notamment ce que souligne Chris Voss, un ancien négociateur du FBI, dans son livre « Il ne faut jamais couper la poire en deux ». Il explique qu'un bon négociateur doit essayer de se glisser dans la tête de son interlocuteur pour créer une relation de confiance. Or, les négociateurs au cours du siège de Waco ont eu beaucoup de mal à créer cette dite relation car ils n'arrêtaient pas de juger les Davidiens. À juste titre, on peut les comprendre, mais ce n'est pas le rôle du négociateur. Car forcément, le but du négociateur, à la fin, quoi qu'il arrive, c'est plus ou moins de trahir son interlocuteur, puisque l'interlocuteur, dans un premier temps, il ne veut pas se rendre. Sinon, il le ferait de facto. Mais c'est le négociateur qui doit implanter, qui doit inoculer cette idée dans l'esprit de l'interlocuteur, pour qu'il puisse se rendre. Mais pour ça, il faut de la confiance et il faut aussi de la compréhension. Si au bout du fil, t'arrêtes pas de juger l'interlocuteur et de dire à quel point il est délirant et stupide, il va pas se rendre parce que ça va le conforter dans son idée, dans son idéologie ou bien même son culte. Alors attention, il ne faut pas tomber dans un piège. Certes, il y a des critiques possibles à émettre envers les négociateurs, mais ils ont quand même joué un rôle très important, car grâce aux négociateurs, il y a des Davidiens qui se sont rendus à la police et des enfants ont pu être sauvés. Il y a une autre erreur qu'il faut absolument souligner, c'est le fait qu'il y avait des messages contradictoires entre à la fois les négociateurs et l'équipe tactique.
ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Le but des négociateurs, c'était de prendre le temps pour créer cette relation de confiance. Même si, comme je l'ai dit précédemment, ils faisaient des erreurs déjà de base en ne comprenant pas les motivations des Davidiens. Mais de l'autre côté, on avait une équipe tactique qui, il faut le dire clairement, avait envie d'agir comme des cow-boys. Et on peut les comprendre parce qu'il y avait eu 4 morts, 4 agents fédéraux qui étaient en quelque sorte des collègues. Dans le milieu de la gestion de crise, on aime dire souvent que les Américains tirent d'abord et réfléchissent ensuite. Et c'est assez vrai. Et là, quand on analyse les prises de décision de l'équipe de Jeff Jamar, on a parfois l'impression qu'ils voulaient réagir comme des cow-boys et qu'ils espéraient un assaut imminent. Le problème, c'est que dans cette configuration-là, l'assaut était particulièrement difficile. On a un bâtiment qui est juste immense. Seuls les Davidiens connaissent véritablement les plans et la configuration des lieux. Il y a des meurtrières à l'extérieur. Il y a également des armes particulièrement meurtrières, notamment des calibres 50 qui peuvent percer des gilets pare-balles, mais aussi des blindés. Donc, on n'a pas affaire à un petit assaut de pacotille. D'autant plus qu'il y a à l'intérieur 120 personnes qui peuvent être lourdement armées. Sans oublier qu'il y a des munitions, des explosifs partout, donc ça rend l'assaut encore plus difficile, avec bien entendu la présence des enfants. Et à chaque fois que les négociateurs avançaient d'un pas, ils se reculaient de 2 à cause de l'équipe tactique qui arrêtait pas de provoquer David Koresh, notamment en détruisant sa voiture ou en mettant du son à toute berzingue la nuit et le jour. Et dans ce cas de figure-là, avec des individus radicalisés, ça va pas leur donner envie de se rendre parce que ça renforce leur système de croyance comme quoi les agents du FBI et de l'ATF sont les incarnations du mal. De plus, le fait que David Koresh soit blessé, ça a renforcé le système de valeurs des Davidiens parce que c'était en quelque sorte le martyr qui était blessé à cause des forces du mal. Il y a une autre erreur qui a été menée par le FBI, c'est la question de l'avocat pénaliste Dick Deguerin. En fait, c'était plutôt une très bonne idée. Alors oui, de base, les avocats pénalistes ne sont pas les meilleurs amis des forces de l'ordre, mais pour le coup, c'était un moyen de créer une sorte de lien beaucoup plus fort avec David Koresh et surtout d'établir un rapport de confiance. Et l'avocat pénaliste avait appuyé sur la corde sensible en expliquant à David Koresh que le fait de passer devant un tribunal, à l'image de Jésus devant Ponce Pilate, c'était un moyen de faire connaître aussi sa vision du monde. Et vu que David Koresh, ça restait un gourou qui se nourrissait de l'attention que les autres lui donnaient, ça pouvait être une porte de sortie intéressante. Toutefois, il faut noter quand même quelque chose de très important. En fait, il est possible aussi, et je crois en cette théorie, que David Koresh n'a jamais pensé à un seul moment de se rendre à la police. Car je crois fondamentalement que David Koresh et les membres les plus radicaux des Davidiens voulaient aller au bout du processus, c'est-à-dire mourir pour être ensuite ressuscité. Donc potentiellement, à aucun moment, David Koresh ne se serait rendu, ce qui aurait donc entraîné de facto à un moment un assaut, qui était donc inévitable dans ce cas de figure-là. Mais le souci, c'est que le siège durait depuis déjà des semaines entières, ça coûtait des millions de dollars, il y avait la pression politique, mais aussi la pression des médias et la pression populaire. Parce qu'en fait, dans le siège de Waco, la grande difficulté, c'est que le temps est à la fois le meilleur allié du FBI comme son pire ennemi. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus il y a des chances que David Koresh meure potentiellement de ses blessures et que les autres Davidiens se rendent, mais plus on attend aussi, plus il y a des pressions et surtout que les Davidiens voulaient commettre un S collectif. Et à la fin, ce qui est terrible, c'est de constater que c'est le FBI qui a perdu patience face aux Davidiens. Une autre erreur du FBI, ça a été l'assaut final et le fait notamment de prévenir les Davidiens 10 minutes avant ce dernier. Car ce temps-là, ça a permis aux Davidiens de se préparer et de mettre en place le plan qui visait à foutre le feu un petit peu partout. Et l'assaut final, c'est une succession de conneries juste monumentales avec notamment l'utilisation du gaz lacrymogène car le FBI a sous-estimé la détermination des Davidiens. Maintenant que l'on a explicité ensemble les différentes erreurs qui ont été réalisées par le FBI, il convient de proposer un scénario différent avec donc la prise en compte des différentes erreurs
accumulés. Alors bien entendu, j'ai pas la prétention de dire que ce scénario est le bon et que il n'y en a pas d'autres, c'est absolument pas ça, mais l'objectif c'est de faire une sorte de piste de réflexion de ce qu'aurait pu être le siège de Waco. Dans ce scénario-là, je conserve tout d'abord l'idée de créer deux équipes. D'un côté les négociateurs et de l'autre l'équipe tactique. L'équipe tactique, elle va avoir pour mission de se préparer à un éventuel assaut, notamment en analysant les photographies, les plans, bref, le lieu, c'est-à-dire le mont Carmel. Cette équipe d'intervention, elle doit être prête à tout moment, mais la grande différence avec le scénario original, c'est qu'elle n'est pas directement sur les lieux. Parce que dans le scénario original, il y avait déjà la présence de l'équipe tactique sur les lieux. Et cette présence avait été repérée par les Davidiens. De l'autre côté, il va y avoir les négociateurs. Eux, ils ont plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est de créer un lien de confiance avec les Davidiens et surtout David Koresh. Et pour ça, les négociateurs doivent s'efforcer d'être sur le même référentiel. C'est-à-dire que les négociateurs doivent parfois user d'une certaine lecture symbolique pour gagner la confiance des Davidiens, en règle générale. De plus, les négociateurs doivent faire en sorte qu'un maximum de Davidiens quittent les lieux. Il faut rappeler qu'il y en a 120 au début. Donc, il faudrait diminuer ce nombre à peu près 10 voire 15 Davidiens à la fin des négociations. Donc il faut miser dans un premier temps sur les Davidiens les moins radicaux. Et il faut également jouer sur la corde sensible. C'est-à-dire qu'il faut séparer les enfants de certains Davidiens pour que par la suite, à cause du manque, des Davidiens parents décident de rejoindre leurs enfants qui sont à l'extérieur. C'est ce qui a été réalisé au cours du siège de Waco et ça a été efficace sur certains membres. Donc, il faut continuer cette stratégie. Et enfin, l'objectif des négociateurs, c'est également de récolter un maximum de renseignements et ces renseignements vont être ensuite transmis à l'équipe tactique. Le but, c'est que les deux équipes travaillent en étroite collaboration. Forcément, la situation va durer pendant des jours et les négociateurs doivent être prêts à faire certaines concessions pour justement créer ce lien de confiance. Par contre, attention, les négociateurs doivent parfois se montrer fermes, parce que s'ils se montrent trop faibles, ou qu'ils acceptent tout, ça risque de poser problème. Et David Koresh va jouer avec cela. C'est un levier problématique. Les négociateurs doivent également jouer avec l'ego de David Koresh. C'est un gourou, il aime que les autres le regardent, et ils peuvent lui dire directement que le fait de se rendre et d'aller devant un tribunal, c'est un moyen de propager sa parole, sa vision du monde. Bien entendu, il n'y a aucune garantie à aucun moment donné que David Koresh souhaite se rendre à la justice. Mais il faut essayer quand même cette éventualité parce que s'il se rend, ça sera le cas des autres Davidiens. De toute façon, dans tous les cas de figure dans ce scénario, il n'y a aucune provocation de l'équipe tactique, notamment la destruction des véhicules de David Koresh, ou bien même le fait d'avoir mis de la musique à toute berzingue. Au fur et à mesure, normalement, grâce aux négociations, il y a de moins en moins de Davidiens et d'enfants sur les lieux. Et c'est là que peut éventuellement rentrer en jeu l'avocat pénaliste. L'avocat pénaliste doit jouer là encore avec la corde de l'ego pour dire à David Koresh que le fait de se rendre, c'est un peu être à l'image de Jésus qui a été jugé par Ponce Pilate. Là encore, en jouant avec des symboles biblique. Normalement, David Koresh, comme dans le scénario original, va proposer d'écrire un manifeste. Et l'avocat va pouvoir rentrer chez lui. Cependant, les négociateurs doivent être très fermes avec David Koresh. Ils acceptent le fait qu'il puisse rédiger son manifeste, mais ça ne doit pas non plus durer 40 ans. Mais attention, les négociateurs doivent être en quelque sorte des équilibristes, parce qu'ils ne peuvent pas dire à David Koresh que s'il ne se rend pas à telle date, il va de facto y avoir un assaut. Car l'essentiel, c'est de garder l'effet de surprise qui a été perdu à la fois dans le premier assaut et dans le deuxième. Le temps va passer et si à ce moment-là, les négociateurs comprennent qu'à aucun moment David Koresh souhaite se rendre, il va falloir penser à la possibilité de réaliser l'assaut. Normalement, vu que la situation a duré longtemps, l'équipe tactique a les informations suffisantes et elle est normalement apte à mener l'assaut en question. Donc l'assaut peut être parfois inévitable et il y aura forcément une confrontation
armée. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Si vous voulez plus de vidéos sur ce type par rapport à la gestion de crise, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.